Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h17, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, de retour dans Punchline avec cette information qui nous parvient d'Ukraine, cet important recul russe dans la région de Kherson. Selon des cartes de l'armée russe, on voit que dans cette région, au nord-est du pays, les Russes ont quitté la quasi-totalité de la rive orientale de la rivière Oskil. L'armée russe n'a pour l'instant pas annoncé ni retrait, ni commenté ce recul visible sur les cartes, mais c'est un fait important, Paul Melun, dans cette offensive, contre-offensive ukrainienne. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un fait qui est incontestable, d'autant qu'a priori ça émane de l'armée russe. Maintenant, l'histoire militaire russe nous incite à la plus grande prudence quant au mouvement de retrait. On pourrait rappeler ce qui s'était passé avec Napoléon Bonaparte, puis après avec Hitler. La stratégie militaire russe est parfois bien insondable, et je pense que nous serions bien avisés d'avoir beaucoup de prudence sur ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la ligne de front n'est pas stabilisée à l'heure où nous nous parlons, et que, cette ligne évolue, qu'elle fluctue, et que, effectivement, Louis le rappelait tout à l'heure, si Zelensky allait jusqu'à reprendre l'intégralité de l'Ukraine et que les républiques retombaient aux mains de Zelensky et de l'Ukraine, effectivement, Vladimir Poutine serait acculé. Mais nous n'en sommes pas là ce soir. D'accord. Un tout petit mot, Maître Gonadel, avant qu'on rejoigne le général Clermont. Vraiment deux mots. D'abord, le peuple russe est excellent lorsqu'il défend son territoire. On en est loin de là. Et puis, je crois que si vraiment nous devons... J'appelle tout le monde, y compris celui qui vous parle et qui joue certainement pas les stratèges en chambre, à la plus grande des humilités et des prudences. Rappelez-vous simplement, reculons de quelques semaines. Il y a quelques semaines, on n'aurait pas donné 1 rouble, on n'aurait pas parié 1 rouble sur l'Ukraine. Les blindés étaient en route vers Kiev et on ne donnait pas cher de la peau de Zelensky. Donc c'est une matière sur laquelle il faut, plus qu'une autre, être particulièrement humble. Général Bruno Clermont est avec nous. Merci d'être en ligne avec nous, Général. Vous êtes consultant en défense. Cet important recul russe dans la région de Kherson, c'est un fait important dans cette contre-offensive menée par les troupes ukrainiennes. L'état-major ukrainien dit dans un communiqué que l'ennemi est démoralisé. Ils abandonnent leur position et ils se retirent à une distance sûre et détruisent leur stock de munitions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui est certain, c'est que Kherson est tombé pratiquement sans combat. Au début de la guerre, le 24 février, les Ukrainiens n'avaient pas prévu une offensive à partir de la Crimée. Donc ils avaient consolidé des défenses en face du Donbass. Et d'ailleurs, ça a été reproché à Zelensky et à l'état-major. Kherson est tombé sans combat. Et en fait, tout le sud de l'Ukraine est tombé sans combat. Le combat principal, ça a été à Mariupol, et on s'en souvient. Donc aujourd'hui, Kherson, c'est important pour les Russes, parce que Kherson, ça contrôle l'accès à l'eau douce, le canal d'eau douce qui arrive du nord et qui alimente la Crimée en eau douce. Donc aussi bien Kherson pour l'eau douce que Zaporijjia et sa centrale nucléaire pour l'énergie sont des enjeux stratégiques dans la logique d'annexer toute cette partie. Et en tout cas, et de donner à la Crimée, qui reste prioritaire pour Poutine, une capacité d'existence durable sans dépendre de l'Ukraine. Et sur la question de l'ennemi qui serait démoralisé, on a beaucoup parlé du moral des soldats russes, de ceux qui ne voulaient pas être appelés pour aller combattre en Ukraine. Ça joue dans ce type de situation ? Je pense que toutes les sources d'informations qu'on a concernant le moral des troupes russes est que le moral est très très bas. Il est très très bas parce que la plupart d'entre eux ne comprenaient pas pourquoi ils ont fait cette guerre au début. Souvenez-vous, le 24 février, la surprise des gens qui découvrent qu'ils font la guerre. Et depuis, ce moral n'est pas remonté. Il n'est pas remonté parce qu'ils sentent bien que la logistique ne fonctionne pas, que les soldes n'arrivent pas, qu'ils n'ont pas d'essence, et ils sentent bien que le commandement est défaillant. En réalité, ce n'est pas une armée russe qui est engagée en Ukraine, c'est une somme de petites armées russes, très indépendantes les unes des autres, sans véritable unité de commandement et sans cohérence globale. Et c'est une des raisons pour laquelle le fait que les Ukrainiens attaquent sur 2 fronts, au nord et au sud, rend très difficile la réaction des Russes. Et effectivement, on est très surpris. Je pense que tous les spécialistes militaires sont très surpris de la façon dont l'armée russe est en train de reculer face à l'armée ukrainienne. Une dernière question, Général Clermont. C'est un point de bascule ou pas, selon vous, dans le conflit ? Ou est-ce qu'il faut être prudent et que la guerre a encore une fois un rythme qui est assez syncopé ? Non, il faut être prudent parce que la puissance de feu des Russes demeure considérable. Ils ont continué à avoir une aviation très puissante qu'ils utilisent très mal. Ils continuent à avoir un grand nombre de chars qu'ils utilisent très mal, un grand nombre de pièces d'artillerie qu'ils utilisent très mal. Donc, on peut pas. Enfin, les prochains jours nous diront si ce recul de l'armée russe est en train de se confirmer. Mais pour l'instant, je pense que c'est
il faut être très prudent sur l'issue des combats actuellement. Merci beaucoup, Général Clermont. On va juste écouter l'ambassadeur de Russie en France, qui était l'invité ce matin de CNews, Alexei Meshkov, sur la question des sanctions. Est-ce que les sanctions font mal à l'économie russe? On a entendu hier Elisabeth Borne dire que l'économie russe était à l'asphyxie. Réponse de l'ambassadeur russe. Mais les sanctions, par ailleurs, donnent à notre économie la possibilité de s'adapter. Cette année, par exemple, nous avons de très bonnes récoltes des céréales. Nous n'avons pas de problème quant à l'approvisionnement en produits alimentaires. Et d'ailleurs, nous sommes prêts à livrer au moins 30 millions de tonnes des céréales aux pays qui aujourd'hui sont au bord de la famine. Voilà pour Alexei Meshkov, l'ambassadeur russe en France. Les sanctions ne fonctionnent pas sur la Russie. Eric Revel. C'est très marrant parce que l'ambassadeur, qui est un diplomate, à mon sens, répond à côté de votre question. Parce qu'en réalité, vous lui demandez si les sanctions contraignent l'économie russe, et il vous dit, mais on va avoir une excellente récolte de blé et de céréales. C'est pas ça le sujet, évidemment. C'est de savoir si tout ce qui est pris par l'Europe comme sanction a un impact. Alors la réalité quand même, si j'en crois les chiffres, c'est que sans doute jamais la Russie n'a dégagé un solde positif commercial comme en ce moment, puisque évidemment s'ils ne vendent plus leur gaz en Europe, ils le vendent ailleurs, ils le vendent parfois ailleurs qui nous est nous ensuite revendu plus cher. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'on sent quand même, par définition, un ambassadeur russe à Paris, vu les circonstances, est extrêmement contraint, je pense, dans son expression, mais pardonnez-moi, il répond complètement à côté du sujet. Vous lui posez la question sur les sanctions, ils vous disent on va avoir une super récolte de blé. Et la Première ministre avait dit, le PIB a été impacté de 6%, elle donnait des chiffres très importants, Paul Melun, enfin très précis en tout cas. Oui, après ce qui est vrai, c'est que le recul du PIB russe est moindre que ce que l'on annonçait. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques mois, Monsieur Le Maire, notre ministre de l'économie, annonçait une guerre économique et s'en allait russe à genoux. Absolument, et nous parlait effectivement dans une prophétie un peu incroyable de l'économie russe à genoux. Pour le moment, on n'en est pas là. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, Eric, sur la question des ressources naturelles. C'est un avantage comparatif, si on parlait qu'un langage économique, de la part des Russes, très important. Effectivement, ça a été beaucoup dit sur le modèle économique russe. Les ressources naturelles, la récolte agricole, etc., sont des points centraux extrêmement importants de l'économie russe. Maintenant, sur les exportations, effectivement, la balance commerciale russe va bénéficier de fait des sanctions avec des développements de nouveaux partenariats stratégiques avec un certain nombre d'autres pays qui n'ont pas mis la Russie sous la pression diplomatique des sanctions. Donc, si vous voulez, moi j'ai peur d'un système de vase communicant qui finalement n'aura pas l'impact escompté sur l'économie russe qui, même si elle a un recul, la plupart des économies européennes aussi vont pâtir de ces sanctions et avoir des reculs de la même manière. Donc il n'y a pas forcément de gagnant ou de perdant en termes de sanctions. Donc, Louis Ragnel d'Europe 1, si Elisabeth Borne dit l'économie russe est à l'asphyxie, elle ne dit pas la vérité? Bah non, c'est pas la vérité. Je souscris à ce que vient de dire Paul Melun. Le premier élément, c'est que la Russie, en fait, et Vladimir Poutine a tout fait pour se préparer à la situation d'aujourd'hui, et il fait ça depuis qu'il arrive au pouvoir, c'est-à-dire il y a des dizaines d'années. Et donc, il a très bien anticipé le fait que la crise porterait sur l'énergie. C'est la grande force de la Russie, et sur l'agriculture. C'est ce qui est la force du modèle russe. Et vraiment, le régime tient aujourd'hui grâce à ça, et donc il peut réussir à parvenir à survivre. Le deuxième élément, c'est que la Russie est quand même très impactée, notamment sur toutes les pièces de haute technologie qui viennent des États-Unis, du Canada et de l'Europe. On le voit bien même par rapport à l'emploi du matériel militaire. La Russie est quand même bien en peine et obligée de se tourner vers des fournisseurs chinois avec lesquels elle n'avait pas l'habitude de travailler. Donc de ce point de vue-là, ça impacte fortement la Russie. Mais de la part moi je me garderais bien de donner des leçons. Nous, on va peut-être entrer en récession en janvier prochain. On verra à la fin, quand on comptera les bouses, qui a gagné et qui a perdu. À la fin de la foire, on compte les bouses. Eric Revel. Oui, il y a un vrai risque pour l'économie européenne au sens large. Il y a un problème d'inflation absolument gigantesque. On parle évidemment beaucoup des pays membres de l'Union économique et monétaire qui ont l'euro en commun, mais vous avez à côté de nous un pays qui en est sorti, qui s'appelle la Grande-Bretagne, qui est dans une situation économique apocalyptique avec des taux d'inflation records, avec des problèmes financiers gigantesques. Nous, le principal problème qu'on a quand même devant nous, Laurence Ferrari, c'est le problème de la dette publique. Parce que je vous rappelle que tant que la BCE émet du papier pour acheter des dettes souveraines européennes, ça se passe à peu près bien, sauf que
L'une des raisons pour lesquelles on connaît un énorme taux d'inflation, c'est l'envolée des prix de l'énergie, mais c'est aussi le fait qu'on ait une masse monétaire en circulation qui soit très supérieure à la production. Donc, en évitant le mur financier, la BCE, en fait, crée, d'après certains experts, beaucoup d'inflation également. Donc, la spirale inflationniste peut aussi provoquer des réactions sociales ici. Et c'est là-dessus que mise la Russie aussi, sur l'épuisement des Occidentaux face aux sanctions, enfin, à la hausse des prix de l'énergie notamment. La Russie peut toujours miser là-dessus, mais enfin, elle n'est pas responsable de la situation financière de l'Europe. Non, bien entendu. Ceux qui sont responsables de la situation énergétique et financière de l'Europe, ce sont avant tout les Européens. Bon, allez.